Ubissa, le 20 mai 1941. Le sergent néo-zélandais Jacques Moreau leva les yeux vers le ciel matinal au-dessus de la crête et se figea. Ce qu'il vit ce jour-là hanta ses cauchemars pour le reste de sa vie. Le ciel entier s'obscurcit, pas à cause des nuages, mais à cause des hommes. Des milliers de parachutistes allemands, leurs parachutes déployés comme des fleurs blanches sur le bleu, surgissaient des avions de transport à seulement 120 mètres du sol, si bas que Jacques Moreau pouvait distinguer leurs visages, si bas que beaucoup moururent à l'impact, avant même que leur parachute ne s'ouvre complètement. Il empoigna son fusil, visa le premier parachutiste et pressa la détente. L'Allemand tomba, son parachute se refermant sur lui. Puis vint le suivant, et puis un autre, et encore d'autres. Jacques Moreau écrira plus tard. Il tombait comme une pluie d'acier venue de l'enfer. Mais peu importe combien nous en abattions, ils continuaient d'arriver toujours plus nombreux. Ce qui commença ce matin-là au-dessus de l'île grecque de Crète n'était pas une bataille. C'était un saut dans la mort collective, l'opération aéroportée la plus audacieuse et la plus sanglante de l'histoire. L'opération Mercure, nommée d'après le dieu romain de la guerre. Les Britanniques, les Grecs et les Néo-Zélandais les attendaient, avec plus de 40 000 hommes. Les premières vagues allemandes ne comptaient que 3 000 parachutistes. Une impossibilité mathématique, un suicide tactique. Pourtant, 12 jours plus tard, le drapeau à croix gammée flottait sur la crête. Et les commandants alliés écrivirent dans leur rapport qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Une détermination qui transcendait toute logique militaire. Une volonté plus forte que la peur d'une mort certaine. Ceci est l'histoire de la manière dont 1000 parachutistes allemands sautèrent contre 10 000 défenseurs. Comment ils perdirent la moitié de leurs camarades dans les premières heures. Comment ils continuèrent à se battre malgré tout. Et comment, ce faisant, ils forcèrent les commandants alliés à reconnaître l'impossible. Ce sont les minutes, les décisions, les moments humains qui changèrent à jamais une île stratégique et le cours de la guerre. Au printemps 1941, l'Allemagne nazie contrôlait presque toute l'Europe. La Pologne était tombée, la France avait capitulé, l'Union soviétique attendait, sans se douter, la tempête à venir. Une seule brèche stratégique subsistait dans l'emprise allemande, la Méditerranée orientale, et là, comme une émeraude oubliée entre la Grèce et l'Afrique du Nord, se trouvait la Crète, 260 km de long, déchirée par des montagnes, imprégnée de milliers d'années d'histoire. Et maintenant, en mai 1941, la clé de toute la Méditerranée, pour les Britanniques, la Crète était une forteresse naturelle. 3 aéroports, Malm à l'ouest, Réthymnon au centre, Héraclion à l'est, chacun gardé par des milliers de soldats, des falaises abruptes entouraient les côtes. Des cols de montagnes étroits rendaient toute invasion par la mer difficile. Le général Bernard Freyberg, commandant des défenseurs, un néo-zélandais qui avait gagné plus de médailles pendant la Première Guerre mondiale que d'années, regarda ses cartes et sourit. Les Allemands devraient venir par la mer, et alors ses hommes les rejetteraient à la mer. Son artillerie était positionnée, ses 40 000 hommes étaient prêts. La Crète était, selon ses propres mots, un piège mortel pour tout attaquant. Ce que Freyberg ignorait, c'est que les Allemands ne prévoyaient pas de venir par la mer. Ils allaient tomber du ciel, en Allemagne, dans les casernes de la 7e division aérienne et de la 5e division de montagne. Des hommes se préparaient à quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Une conquête complète d'une île uniquement par voie aérienne. Pas de soutien naval, pas de renfort de chars dans les premiers jours. Seulement des parachutistes et des planeurs. Le général Kurt Student, père des troupes aéroportées allemandes, avait élaboré ce plan pendant des mois. Il savait que ces hommes seraient en infériorité numérique. Il savait que les pertes pourraient être dévastatrices. Mais il croyait en quelque chose qu'aucune statistique ne pouvait mesurer.
La supériorité de l'entraînement des parachutistes allemands, la détermination d'hommes qui sautaient volontairement d'avions au combat. Les parachutistes n'étaient pas des soldats ordinaires, chacun était volontaire. Chacun avait survécu à des mois d'entraînement intensif. Ils sautaient avec un équipement minimal. Leurs armes tombaient dans des conteneurs séparés, ce qui signifiait qu'ils atterrissaient pratiquement désarmés, qu'ils devaient trouver leur conteneur, s'armer, et tout cela sous le feu ennemi. C'était une doctrine née du désespoir et de l'audace, et ils allaient la tester en Crète jusqu'au dernier homme. La formation d'un parachutiste durait 6 mois, plus longtemps que pour presque toutes les autres unités d'infanterie. D'abord venait la formation de base normale, puis l'école de parachutisme à Stendal ou Wittstock. Là, les recrues apprenaient à sauter, de tours, d'avions bas, encore et encore, jusqu'à ce que le saut devienne un réflexe, jusqu'à ce que la peur, si elle ne disparaissait pas, devienne au moins contrôlable. Sur 100 recrues qui commençaient, environ 70 arrivaient à la fin. Les autres abandonnaient ou étaient éliminés, trop lents, trop effrayés, pas assez déterminés. La force des parachutistes ne voulait que les meilleurs. Ceux qui réussissaient portaient leurs uniformes gris avec fierté. L'insigne de parachutiste, un aigle stylisé en piqué, était cousu sur la poitrine. Cela signifiait plus qu'une simple qualification. Cela signifiait que l'on appartenait à la force d'élite, que l'on était prêt à sauter d'un avion vers l'inconnu, que l'on pouvait, si nécessaire, se battre seul derrière les lignes ennemies. Les parachutistes s'appelaient eux-mêmes les Diables Verts. Les Alliés leur donneraient plus tard d'autres noms. Le 19 mai 1941, un jour avant l'attaque, les parachutistes se rassemblèrent sur les aérodromes en Grèce et en Bulgarie. Le caporal Henri Dubois, 22 ans, de Lyon, écrivit sa dernière lettre à sa famille. Il ne l'enverrait jamais. Le capitaine Vincent Leclerc, vétéran de la prise du fort Eben-Emael en Belgique, inspecta ces hommes et ne vit aucune peur dans leurs yeux, seulement de la détermination, ou peut-être, pensa-t-il plus tard, simplement de l'acceptation. Ils savaient tous ce qui allait arriver, les briefings n'avaient rien édulcoré. Au moins 30% de pertes étaient attendues dans les premières heures, mais ils étaient des parachutistes, et les parachutistes sautaient toujours. 20 mai 1941, 5h30. Les avions de transport Junkers Ju-52 s'éveillèrent à la vie. Leurs moteurs triples rugirent au-dessus des aérodromes grecs. Un par un, ils roulèrent vers la piste. Dans leurs entrailles étaient assis des hommes, serrés les uns contre les autres, des parachutes sur le dos, des casques sur la tête. Certains priaient silencieusement, d'autres fixaient simplement le vide. Personne ne parlait. Qu'y avait-il d'autre à dire? 7h15, les premières formations atteignirent la crête. Des centaines de Ju-52 comme un essaim d'oiseaux mécaniques. La flak britannique ouvrit immédiatement le feu. Des nuages de fumée noire explosaient entre les avions. Un Ju-52 fut touché, explosant en plein ciel. Les hommes à l'intérieur n'eurent aucune chance. Un autre prit feu, s'écrasant en mer en laissant une traînée de fumée. Mais la formation continua d'avancer, toujours plus loin. 08h. Le voyant vert s'alluma dans les avions. Ordre de saut. Les parachutistes se levèrent, accrochèrent leurs câbles statiques, et au commandement de leur chef de saut, ils sautèrent, un après l'autre, à quelques secondes d'intervalle, d'une altitude de 120 mètres. Pourquoi si bas? Parce que les stratèges allemands craignaient que des sauts plus hauts ne laissent les hommes trop longtemps dans les airs, trop longtemps comme cible. Ce qu'ils ne prévoyaient pas. À 120 mètres, les parachutes avaient à peine le temps de s'ouvrir. Certains hommes s'écrasèrent avec des parachutes à moitié déployés. Leurs os se brisèrent à l'impact. D'autres atterrirent dans des oliviers, y restant suspendus, impuissants, tandis que des balles ennemies les criblaient de trous
D'autres encore tombèrent directement sur des rochers. La mort sur le coup. Le sergent Jacques Moreau, le défenseur néo-zélandais, tira avec sa mitrailleuse Bren vers le ciel. Sa caisse de munitions se vida en quelques minutes. Il rechargea, continua à tirer. Autour de lui, des milliers d'autres faisaient de même. Le ciel était un feu d'artifice de tir, et les Allemands tombaient comme des fleurs coupées. Mais pour chaque homme qui tombait, 2 autres atterrissaient. Ils touchèrent le sol, roulaient, couraient vers leurs containers d'armes, s'armaient et commençaient à riposter. Les parachutistes atterrirent dans un chaos auquel aucun entraînement n'aurait pu les préparer. Le sous-officier Henri Dubois sauta de son Ju 52. Son parachute s'ouvrit d'un coup sec et l'instant d'après, une balle siffla à côté de sa tête. Il baissa les yeux et réalisa. Il atterrissait directement sur un nid de mitrailleuses néo-zélandais. Il pouvait voir les visages des tireurs. Il pouvait voir le feu de leurs armes qui le visaient. Il n'y avait aucune issue. Il était une cible dans les airs. Alors, à 10 mètres du sol, une balle lui transperça la cuisse gauche. Une autre perça son parachute. Il s'écrasa violemment, juste à côté d'un camarade mort. Sa jambe le brûlait. Du sang s'infiltrait à travers son pantalon. Mais il était vivant. Il se traîna derrière un rocher. Trouva un conteneur d'armes. L'ouvrit en hâte, sortit un MP-40, arma, et tira sur le nid de mitrailleuses qui avait failli le tuer. Les Néo-Zélandais ripostèrent. Dubois rampa plus loin, trouva une tranchée, s'y laissa tomber. 3 autres parachutistes étaient déjà là. L'un était mort, l'un était blessé. Le troisième, un caporal nommé Martin, regarda Dubois et dit simplement « Bienvenue en Crète ». Ils restèrent dans cette tranchée pendant 4 heures, incapables de bouger. Coincés entre 2 positions néo-zélandaises, ils pouvaient voir leurs camarades morts, éparpillés tout autour d'eux. Des parachutes blancs marquaient leur corps comme de tristes drapeaux. La chaleur était insupportable. Pas d'eau. La blessure à la jambe de Dubois continuait de saigner. Martin, qui était indemne, essaya de faire un pansement. Mais il n'avait pas d'équipement médical. Tout était dans les containers, quelque part là-bas, inatteignable. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre et survivre. Les premières heures de la bataille de Crète furent un bain de sang. Les parachutistes qui atterrirent à l'ouest de l'aéroport de Malem furent accueillis par des bataillons néo-zélandais qui les attendaient depuis des jours. Les Néo-Zélandais connaissaient chaque champ, chaque oliveraie, chaque pierre. Les Allemands atterrirent dispersés, désorientés, privés de la moitié de leurs containers. Pourtant, ils se rassemblèrent, en petits groupes, sous les ordres de n'importe quel sous-officier qui avait survécu par hasard, et ils attaquèrent. Le capitaine Vincent Leclerc atterrit à l'est de Malem avec son groupe d'assaut. Sa mission: éliminer les batteries anti-aériennes au sud de l'aéroport. Il rassembla 60 hommes, sur les 120 d'origine. Les autres étaient morts ou blessés. Avec ces 60 hommes, il prit d'assaut les positions fortifiées. Les Néo-Zélandais tirèrent depuis des tranchées. Des Allemands tombèrent. Leurs camarades sautèrent par-dessus leur corps, continuèrent à courir. Leclerc atteignit la première position anti-aérienne. Il lança une grenade, sauta derrière. Corps à corps, baïonnettes, cris. Quand la fumée se dissipa, la position appartenait aux Allemands. Leclerc avait encore 35 hommes. Mais la flaque se tut, à l'aéroport de Malem même. Le 3e bataillon du régiment de parachutistes 3 atterrit directement sous les canons du 22e bataillon néo-zélandais. Le commandant du bataillon, le colonel Lambert, sauta de son Ju 52 et fut touché par 3 balles alors qu'il était encore en l'air. Il était mort avant de toucher le sol. Son adjoint, le capitaine Girard, atterrit dans une rivière, se noya sous le poids de son équipement. Le 3e bataillon perdit 65% de ses officiers en 15 minutes. Mais les sous-officiers survivants prirent le relais, ils rassemblèrent leurs hommes, ils attaquèrent. Ce que les Néo-Zélandais virent à ces moments-là,
Ils le décrivirent plus tard avec un mélange d'horreur et de respect. Un défenseur, le soldat de 2e classe Paul Roussel écrivit « Ils couraient directement dans notre feu. Nous les abattions. Mais ceux derrière eux continuaient simplement d'avancer. Pas de couverture, pas de pause. Simplement avancer. » C'était comme s'ils ne comprenaient pas qu'ils pouvaient mourir, ou comme si cela leur était égal. Ce que Roussel ne comprenait pas, c'est que les parachutistes n'avaient pas le choix. Derrière eux, il n'y avait rien. Pas de retraite, pas de renfort. Leur seul chemin était en avant, vers l'aéroport. Car ce n'est que s'ils s'emparaient de l'aéroport que des avions de transport, avec des renforts et des armes lourdes, pourraient atterrir. Sans l'aéroport, ils étaient condamnés à mort, et ils le savaient. Midi, 20 mai, la situation des parachutistes était désespérée. Sur les 3000 hommes de la première vague, au moins 1200 étaient morts ou grièvement blessés. Les survivants tenaient des positions éparses, encerclés par les troupes ennemies. Les munitions se faisaient rares. L'eau était presque inexistante. La chaleur du midi crétois les accablait. Les blessés criaient après des infirmiers qui n'étaient pas là. Les morts gisaient partout, leurs parachutes étendus sur eux comme des linceuls blancs. Le général Olry, le commandant allié, lut les rapports de ses commandants de front et sourit. L'invasion allemande avait échoué. Ses hommes avaient repoussé chaque attaque. L'aéroport de Malem était fermement entre ses mains. « Les Allemands », écrivit-il à son quartier général, « sont à bout de souffle. Nous les jetterons à la mer demain. » Mais Olry négligeait quelque chose. Quelque chose de petit, quelque chose qui allait s'avérer décisif. Au sud de l'aéroport de Malem, sur une colline appelée Île 107, se trouvait la position décisive. De cette colline, on pouvait surveiller toute la piste. Quiconque contrôlait Île 107 contrôlait l'aéroport, le 22e bataillon néo-zélandais, sous le commandement du lieutenant-colonel Dupré, tenait cette position. Toute la journée, ces hommes avaient repoussé les attaques allemandes. Mais ensuite, alors que la nuit tombait, quelque chose se produisit que personne n'avait anticipé. La communication entre Jacques Moreau et son quartier général était coupée. L'artillerie allemande, servie tant bien que mal par les parachutistes, pilonnait la colline 107 depuis l'après-midi. Jacques Moreau perdait homme après homme. Ses munitions étaient presque épuisées. Pire encore, il pensait que des renforts allemands avaient atterri. C'était faux. Mais dans la confusion et le chaos de la bataille, il y croyait, et dans la nuit du 20 mai, Jacques Moreau prit une décision qui allait sceller le sort de la bataille. Il ordonna le retrait de la colline 107. Lorsque l'aube du 21 mai se leva, les parachutistes allemands virent quelque chose qu'ils n'osaient espérer. Les positions néo-zélandaises sur la colline 107 étaient abandonnées. Le Hauptmann Gens, qui avait tenu bon dans une oliveraie avec 40 parachutistes survivants, ne pouvait pas y croire. Il envoya des éclaireurs. Ils revinrent. La colline est libre. Gens rassembla tous les hommes qu'il put trouver. Les blessés se traînaient avec lui. Les hommes sans armes portaient des munitions, avec environ 80 parachutistes, tout ce qui restait de son bataillon d'origine. Gens prit la colline 107, et avec cela, l'aéroport de Malem était ouvert. Le General Student, commandant de l'opération Mercure en Grèce, lut le message et agit immédiatement. Chaque Ju-52 disponible fut chargé, pas avec des parachutistes, avec des chasseurs de montagne de la 5e division de montagne, plus lourdement armés, mieux préparés au combat frontal. Les avions de transport décollèrent, un après l'autre, formation après formation. Ils survolèrent la Méditerranée. Leurs pilotes savaient. La piste de Malem était toujours sous le feu ennemi, mais ils volèrent malgré tout. 21 mai, après-midi. Les premiers Ju-52 amorcèrent leur atterrissage à Malem. Les Néo-Zélandais, qui s'étaient repliés au sud, tiraient avec tout ce qu'ils avaient.
Le premier Ju-52 atterrit, continua sa course. Ses portes s'ouvrirent et des chasseurs de montagne sautèrent. Quelques secondes plus tard, une grenade explosa à côté de l'avion. Il prit feu. Les pilotes étaient morts. Mais les chasseurs de montagne couraient déjà se mettre à couvert. Le deuxième Ju-52 atterrit. Les balles criblèrent ses ailes. Il s'immobilisa. D'autres hommes sautèrent. Le troisième Ju-52 fut touché avant de pouvoir atterrir. Il s'écrasa au bout de la piste, explosa, tuant tous ceux qui étaient à bord. Mais les atterrissages continuèrent, avion après avion. Beaucoup furent détruits. Leurs épaves fumantes bordèrent la piste. Des pilotes moururent à leur poste. Mais pour chaque avion détruit, 2 autres atterrissaient. Et chacun amenait 12 chasseurs de montagne. À la fin du 21 mai, plus de 600 chasseurs de montagne avaient atteint Malem. Les parachutistes, renforcés, attaquèrent à nouveau. Cette fois avec des mitrailleuses lourdes, avec des mortiers, avec quelque chose qu'ils n'avaient pas eu le premier jour. L'espoir. Le général Freyberg réalisa trop tard ce qui s'était passé. Il ordonna une contre-attaque sur Malem. Mais ses troupes étaient épuisées. Leurs munitions diminuaient. Et les Allemands contrôlaient désormais fermement l'aéroport. La bataille qui avait commencé le 20 mai comme un cauchemar allemand bascula le 21 mai, lentement, sanglante, mais inarrêtablement. Dans les jours suivants, des milliers de renforts allemands atterrirent à Malem. Simultanément, les parachutistes allemands continuaient à se battre pour les autres aéroports, Rethymno et Héraclion. Mais ces batailles étaient perdues. Les parachutistes là-bas étaient encerclés. Leurs pertes étaient dévastatrices. Sur 1200 parachutistes à Rethymno, moins de 300 survécurent à la bataille indemne. Beaucoup furent faits prisonniers. À Héraclion, c'était encore pire. Les défenseurs britanniques et grecs se battirent avec une brutalité qui ne connaissait pas de prisonniers. Les parachutistes qui se rendaient étaient souvent abattus. Les blessés étaient tués à la baïonnette. C'était la guerre dans sa forme la plus brutale. Mais avec Malem et aux mains des Allemands, l'issue stratégique était décidée. Les Alliés ne pouvaient plus gagner. Leur propre soutien aérien était inexistant. Les Stukas allemands bombardaient chaque mouvement de troupes. Des renforts allemands affluaient quotidiennement via Malem. Le 26 mai, le général Freyberg ordonna la retraite. Ces troupes devaient se replier à travers les montagnes jusqu'à la côte sud, où la Royal Navy les évacuerait. La retraite à travers les montagnes de Crète était un enfer à elle seule. Des milliers de soldats alliés, beaucoup blessés, escaladaient des sentiers de montagnes escarpés. Pas de route, pas d'eau, pas de nourriture. Des avions allemands les traquaient. Des parachutistes les poursuivaient. Beaucoup se rendaient simplement par épuisement. Le 1er juin 1941, la bataille de Crète était terminée. Les Allemands avaient gagné. Mais à quel prix? Sur les quelques 8000 parachutistes allemands qui participèrent à l'opération Mercure, plus de 4000 furent tués ou blessés. Un taux de perte de 50%, des bataillons entiers furent anéantis. Le 3e bataillon du régiment de parachutistes 3 perdit 75% de ses hommes dans les premières 24 heures. Des compagnies qui avaient sauté avec 120 hommes comptaient 30 survivants à la fin. Les hôpitaux de campagne en Grèce étaient remplis de blessés. Des formations entières de Ju-52 avaient été anéanties. Sur 500 avions de transport utilisés, plus de 150 furent détruits ou endommagés. Quand Adolf Hitler lut le rapport sur l'opération Mercure, il fut horrifié. Les pertes étaient inacceptables. Il ordonna « Plus jamais d'opération à grande échelle avec des parachutistes. Plus jamais. » La force de parachutistes allemandes, unité d'élite et fierté de la Luftwaffe, combattrait comme infanterie pour le reste de la guerre. La Crète fut sa première et dernière grande victoire aérienne, et elle équivalait à une victoire à la Pyrrhus. Les Alliés tirèrent d'autres leçons de Crète.
Les Britanniques et les Américains virent ce qui était possible avec les troupes aéroportées. Ils virent les erreurs des Allemands. Sauts trop bas, manque d'équipement lourd, pas de soutien naval simultané. Et ils commencèrent à construire leurs propres forces aéroportées. Des troupes qui sauteraient 3 ans plus tard en Normandie et à Market Garden. La crête était le manuel. Les Allemands l'avaient écrit avec leur sang. Les défenseurs néo-zélandais et britanniques parlaient avec respect, parfois avec horreur, de leurs adversaires allemands. Le colonel Howard Kippenberger, commandant des forces néo-zélandaises, écrivit après la guerre: « J'ai combattu pendant la Première Guerre mondiale. J'ai combattu en Afrique du Nord. Mais je n'ai jamais vu de soldats courir vers une mort certaine avec une telle détermination que les parachutistes allemands en Crète. C'était courageux jusqu'à l'autodestruction. Mais c'était courageux tout de même. » Dans un rapport des services secrets britanniques qui ne fut rendu public qu'en 1992, un officier décrit la première réaction aux parachutistes. « Nous pensions qu'ils se rendraient dès qu'ils réaliseraient à quel point leur situation était désespérée. Ils étaient encerclés, inférieurs en nombre, sans armes lourdes. Toute logique militaire dictait qu'ils devaient capituler. Mais ils ne capitulèrent pas. Ils se rassemblèrent, ils s'organisèrent, et ils attaquèrent, encore et encore. C'était comme si la capitulation n'était pas une option pour eux, comme s'ils préféraient se battre jusqu'au dernier homme plutôt que de se rendre. Et beaucoup ont fait exactement cela. Un partisan grec, Michalis Papadakis, qui, à l'âge de 16 ans, observa la bataille, se souvint 60 ans plus tard. « Nous haïssions les Allemands. C'étaient des envahisseurs. Ils détruisaient notre patrie. Mais quand nous les avons vus tomber du ciel, mourir avant même de toucher le sol et continuer à se battre malgré tout, nous ne pouvions nous empêcher de ressentir une certaine admiration. Ce n'étaient pas des lâches, c'étaient des guerriers, de terribles guerriers. » Mais des guerriers, même le général Freyberg, dont les troupes avaient perdu la bataille, écrivit dans une lettre privée à sa femme: « Les parachutistes allemands se sont battus avec une bravoure qui mérite tous les éloges. Ils ont sauté en enfer et se sont frayé un chemin à travers. J'aimerais que nous ayons de tels hommes. » Il regretterait cette phrase plus tard, lorsque la lettre fut découverte par des censeurs. Mais il ne la rétracta jamais. Un prisonnier britannique, le capitaine Michael Forrester, fut gardé par des parachutistes allemands après la bataille. Il les décrivit plus tard. C'étaient des garçons. La plupart n'avaient pas plus de 20 ans, amaigris, épuisés. Beaucoup étaient blessés. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux que je ne peux pas décrire. De la fierté, peut-être, ou simplement la prise de conscience qu'ils avaient survécu à ce à quoi personne ne devrait survivre. Des décennies après la bataille, des vétérans des 2 camps furent réunis en Crète. Cérémonie de réconciliation. De vieux hommes qui avaient autrefois essayé de s'entretuer se serrèrent la main. Un vétéran néo-zélandais, Trevor Williams, embrassa un vétéran parachutiste allemand, Fritz Schaumburg. Williams dit: « Nous avons fait notre devoir, vous avez fait le vôtre. Nous avons tous perdu. Nos camarades sont restés ici. » Schaumburg, les larmes aux yeux, ne put qu'hocher la tête. Aujourd'hui, en Crète, des monuments commémorent les morts des 2 camps. Le cimetière militaire allemand de Malem, sur la colline 107, contient les tombes de plus de 4400 Allemands tombés au combat, rangés après rangées de croix blanches sur la colline pour laquelle ils sont morts. Les inscriptions sont simples: nom, âge, date. Beaucoup sont simplement marqués « soldats allemands inconnus ». Leurs familles n'ont jamais su où ils étaient enterrés. Les cimetières britanniques et néo-zélandais sont tout aussi silencieux. Des milliers de jeunes hommes, venus de pays situés à l'autre bout du monde, reposent sous le soleil grec. Ils sont morts pour une île dont beaucoup ne pouvaient même pas prononcer le nom avant d'y être envoyés. Les civils crétois ont également subi de terribles pertes. Des centaines, peut-être des milliers, ont été tués par les troupes allemandes. Souvent en représailles à des attaques de partisans, des villages entiers ont été incendiés.
La population crétoise a combattu les envahisseurs avec des fusils de chasse, des fourches, à main nue. Leur courage était indescriptible. Leur perte, tout autant. La Crète en 1941 n'était pas une histoire du bien contre le mal. C'était une histoire de soldats qui faisaient leur devoir, dans une guerre qu'ils n'avaient pas commencée. De décisions prises en quelques secondes et qui ont coûté des milliers de vies, de courage humain qui ne connaît pas de nationalité. Ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont les moments qui ont décidé du destin de millions de personnes, de vrais soldats, une vraie peur, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques vous importent, alors soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube. Le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, à numériser des documents rares, à interviewer les derniers témoins. Aidez-moi à préserver cette histoire pour les générations futures. Les leçons tactiques tirées de la Crète ont résonné pendant des décennies. Les Allemands avaient prouvé qu'une opération aéroportée massive était possible, mais aussi qu'elle ne pouvait être menée qu'avec des pertes astronomiques. Les Alliés ont tiré ces leçons et ont développé de meilleures tactiques, des altitudes de saut plus élevées, de meilleures méthodes de transport d'armes, un soutien naval coordonné. Lorsque les parachutistes américains ont sauté sur la Normandie en 1944, ils l'ont fait avec de l'équipement et des tactiques directement tirées des erreurs de la Crète. Les histoires humaines, cependant, étaient universelles. Le capitaine Vincent Leclerc, qui avait pris les positions de la Flak le premier jour, a survécu à la Crète. Il a ensuite combattu en Russie et en Italie. Il est mort en 1944, non au combat, mais dans un accident d'avion sur le chemin du retour du front. Fritz Schaumburg, le jeune parachutiste du 3e bataillon, a survécu à la bataille, gravement blessé. Il a perdu une jambe. Il est retourné en Allemagne, s'est marié, a eu des enfants. Jusqu'à sa mort en 2003, il n'a jamais parlé de la Crète à sa famille. Trop douloureux, trop de camarades morts. Du côté allié, le sergent Jacques Moreau a survécu. Il a ensuite combattu en Afrique du Nord et en Italie. Il a été blessé à Cassino et renvoyé en Nouvelle-Zélande. Après la guerre, il a travaillé comme éleveur de moutons. Chaque 20 mai, jusqu'à sa mort en 1998. Il ne travaillait pas ce jour-là. Sa famille savait pourquoi. C'était le jour où le ciel s'était obscurci. Les archives historiques des deux camps sont remplies de détails sur la bataille. Les journaux de guerre allemands décrivent les minutes précédant le saut. Le silence dans l'avion, le grondement des moteurs, la lumière verte, le moment du saut, puis le chaos, le feu, la mort. Les rapports britanniques et néo-zélandais décrivent la défense, l'espoir qu'ils pourraient tenir. Le désespoir alors que de plus en plus d'Allemands atterrissaient, la décision de se replier, de nouvelles recherches, basées sur des documents récemment déclassifiés, révèlent des détails qui sont restés cachés pendant des décennies. Les rapports des renseignements britanniques avaient prédit l'invasion allemande. Ils avaient correctement identifié les zones d'atterrissage. Mais les avertissements sont parvenus trop tard au front, ou ont été ignorés. La décision du lieutenant-colonel Andrew d'évacuer la colline 107 a été controversée après la guerre. Était-ce une erreur ou une décision nécessaire compte tenu de sa situation? Les historiens en débattent encore aujourd'hui. Ce qui n'est pas contesté, la bravoure des deux côtés, les Allemands qui ont sauté dans le feu à 120 mètres d'altitude, les Néo-Zélandais qui les ont accueillis avec une détermination de fer, les Grecs qui ont combattu les parachutistes avec des fusils de chasse, les Britanniques qui ont défendu leur position jusqu'à la dernière cartouche. Tous étaient des soldats, tous ont fait leur devoir, tous saignaient. Les conséquences stratégiques de la bataille furent considérables. La Crète aux mains des Allemands signifiait le contrôle de la Méditerranée orientale. Les convois britanniques devaient faire de longs détours autour de l'Afrique.
L'attaque allemande prévue contre l'Union soviétique, opération Barbarossa, fut retardée de plusieurs semaines à cause des pertes en Crète. Certains historiens affirment que ce retard fut décisif, que la Wehrmacht aurait atteint Moscou si elle avait attaqué en mai au lieu de juin, que la Crète a donc indirectement contribué à la victoire de l'Union soviétique. D'autres s'y opposent. Le débat continue. Ce qui reste, ce sont les histoires. Les moments humains dans une guerre inhumaine. Le parachutiste qui atterrit à côté de son meilleur ami, déjà mort avant que son parachute ne s'ouvre. Le défenseur néo-zélandais qui donna de l'eau à un Allemand blessé malgré l'interdiction de son officier. Le paysan crétois qui cacha des Britanniques blessés dans sa cave au risque d'être fusillé par les Allemands. L'infirmier allemand qui courut sous le feu pour sauver un néo-zélandais blessé et fut lui-même tué. Ce sont ces moments qui montrent la vraie nature de la guerre. Pas la propagande, pas les drapeaux et les parades, mais le sang, la peur, la bravoure, l'humanité qui peut même jaillir en enfer. Aujourd'hui, la Crète est une île touristique, des plages, des hôtels, l'histoire transformée en souvenirs. Mais si l'on sait où chercher, on voit les cicatrices, les anciens bunkers envahis par la végétation, les impacts de balles dans les murs de pierre, les cimetières silencieux sous le soleil. Et si l'on écoute les vieux crétois, les quelques-uns qui sont encore en vie, ceux qui ont vécu la bataille étant enfants, on entend des histoires qui ne figurent jamais dans les livres d'histoire. Des familles qui ont disparu, des maisons qui ont brûlé, des enfants qui ont dû devenir adultes en un seul jour de mai. La leçon de Crète n'est pas que la guerre est glorieuse, mais qu'elle est terrible, que la bravoure ne suffit pas, que la victoire est chère, et que le coût est payé par ceux qui ont le moins de choix. Les parachutistes allemands de 1941 sont presque tous morts. Les derniers vétérans sont décédés dans les années 2010. Avec eux ont disparu les derniers témoignages oculaires. Ce qui reste, ce sont les archives, les historiens, et des histoires comme celle-ci qui tentent de préserver ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ? Beaucoup de spectateurs ont partagé des histoires de familles inouïes, des grands-pères qui étaient là, des lettres retrouvées dans les greniers, des journaux de guerre qui ont traversé les générations. Partagez votre histoire familiale de cette époque ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous préservons ensemble.